Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les événements de Hong Kong. Un nouvel incendie d'origine suspecte s'est déclaré dans la ville, dans une aire de stationnement du quartier de Lai Tse Kok vendredi soir. Il aura fallu 2 heures à plus d'une centaine de pompiers pour venir à bout des flammes. Selon les médias locaux, en seulement 20 minutes, près de 5 explosions ont été entendues par les résidents du voisinage. D'après la police, le feu s'est déclenché dans 2 conteneurs remplis de styromousse. La superficie de la zone touchée par les flammes a atteint les 6400 mètres carrés et 31 véhicules ont été détruits. Aucun blessé n'a cependant été signalé. La police a indiqué qu'une enquête est en cours. L'incendie s'est déclaré un jour seulement après que 40 poubelles aient été incendiées dans le parc du quartier de Mongkok vendredi matin. La police a trouvé du liquide inflammable sur la scène du crime. De plus, un incident similaire a été signalé jeudi soir. La police a également trouvé des bidons de gaz dans les poubelles. Les autorités hongkongaises ont inculpé une nouvelle personne pour son implication dans la vague de violence qui s'est déroulée dans la nuit de lundi à Mongkok. Le prévenu sera jugé aujourd'hui, samedi. Au total, 41 personnes ont été inculpées de participation à un mouvement d'émeute. 40 personnes ont été présentées au tribunal, accusées d'avoir participé aux violences qui ont eu lieu à Mongkok. Tous les prévenus, sauf un, ont été accusés d'avoir participé à l'émeute. Le secrétaire à la justice, Rim Kee-yuan, a condamné cette émeute, la décrivant comme un sérieux défi porté au respect de la loi à Hong Kong, et démenti les spéculations concernant le fait que les poursuites judiciaires étaient motivées politiquement. Au cours des 2 dernières années, j'ai vu beaucoup de rapports de personnes reliant les poursuites à la politique. Je tiens à répéter que les poursuites ont été faites sans aucune considération politique. Les violences ont été manifestement illégales. J'espère que les gens arrêteront d'utiliser la politique en tant qu'excuse pour couvrir leurs actions. Les accusés se sont vus accorder une remise en liberté sous caution à condition qu'ils se tiennent éloignés de Mongkok. Ils devront se représenter au tribunal le 7 avril. Le département de la justice a déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec la police et qu'il examinerait les preuves avec minutie pour décider si d'autres accusations devront être envisagées. 3 personnes ou plus ont participé à un rassemblement sans la permission de la police et le rassemblement n'était pas pacifique, c'était une émeute. Les contrevenants pourraient se voir condamnés à un maximum de 10 ans d'emprisonnement. L'émeute a démarré sous prétexte de défendre les vendeurs de rue de manière similaire au mouvement qui a eu lieu en Tunisie où un vendeur de rue s'était immolé par le feu, ce qui avait déclenché un mouvement politique. Ces émeutiers voulaient répéter cette expérience et défier le gouvernement hongkongais. Dans la nuit de lundi, des dizaines de manifestants masqués ont attaqué la police avec des briques et des bâtons taillés en pointe. Un officier de police a tiré 2 coups de semonce afin de protéger un collègue à terre. Une enquête de la police a conclu que les tirs avaient été raisonnables et appropriés. Un tribunal a estimé que le policier avait agi en accord avec la loi et qu'il n'avait pas eu d'autre alternative que d'utiliser son arme. Nous espérons que les gens dotés d'un sens de la justice et d'une conscience soutiendront la police et le maintien de la sécurité à Hong Kong et fourniront un environnement stable et prospère. De nombreux groupes sociaux ont lancé des activités pour soutenir la police. La situation demeure tendue à Mongkok et les habitants espèrent que le gouvernement traduira les émeutiers devant la justice le plus tôt possible. Les députés des 2 camps politiques condamnent à l'unisson les violences. La plupart des habitants déclarent soutenir la police et les agences de maintien de l'ordre. Le gouvernement central a également annoncé soutenir fermement le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong concernant la protection de l'ordre public. La Chine a répondu au dernier rapport semestriel du gouvernement britannique au Parlement au sujet de Hong Kong. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hong Lei, a déclaré que le gouvernement britannique avait interféré dans les affaires de Hong Kong et avait émis des accusations sans fondement à l'encontre de la Chine. Le porte-parole a ajouté que la Chine était fortement mécontente et fermement opposée au contenu de ce rapport. Il a rappelé que Hong Kong était une région administrative spéciale de la Chine, ajoutant que les affaires de Hong Kong étaient des affaires internes chinoises dans lesquelles aucun pays étranger n'avait le droit d'interférer.
Rongley a rajouté que la soi-disant responsabilité que les Britanniques affirment avoir pour Hong Kong n'existait pas. Il a également demandé à la Grande-Bretagne de mesurer ses actes et ses paroles et d'arrêter d'interférer dans les affaires hongkongaises. Le nombre de victimes du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan est passé à 115 morts. Les équipes de secours ont accéléré leur utilisation de machinerie lourde pour retrouver des corps dans les décombres d'un immeuble de 16 étages qui s'est effondré. Malgré de fortes pluies, les proches des victimes se sont réunis lors d'une cérémonie bouddhiste pour rendre hommage à ceux qui sont morts lors de cette terrible tragédie. Des jeunes et des moins jeunes. Les visages de ceux qui ont péri dans le tremblement de terre de samedi dernier. Sur les tables, des offrandes pour les êtres chers qui sont disparus. Seulement 2 personnes ont survécu dans l'effondrement du complexe immobilier Golden Dragon. Ils devaient dormir profondément lorsque le séisme s'est produit. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas souffert avant de mourir. Le dirigeant de Taïwan, Ma Ying-jeou, a rencontré les familles des victimes pour leur transmettre ses condoléances, pendant que celle qui va lui succéder, Tsai Ing-wen, a prié à leur côté. Certaines des personnes venues se recueillir sont des survivants de la tragédie. Cette femme a été retirée des décombres avec ses 2 enfants, mais son mari n'a pas eu cette chance. Sur le site de la tragédie, les travaux se sont accélérés vendredi. Des grandes quantités de débris ont été retirés, ce qui a permis la découverte de plusieurs corps. Plusieurs corps se trouvaient ensevelis à l'endroit auquel nous avons eu accès aujourd'hui. Dans les jours précédents, nous n'étions pas capables d'y arriver parce que la structure s'est effondrée juste au-dessus de cette zone. Le nombre de morts confirmés a grimpé de façon dramatique vendredi, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui manquent à l'appel. L'espoir de retrouver des survivants a donc considérablement diminué. Ce triste constat pourrait bien obliger les autorités à annoncer samedi un nouveau bilan qui devrait porter le nombre de victimes de cette horrible catastrophe à près de 120 morts. Crise syrienne à présent. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que la Chine continuera à travailler en vue d'une solution politique à la crise syrienne. Des propos qu'il a tenus lors d'un entretien exclusif avec CCTV vendredi à Munich, après avoir participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe de soutien international pour la Syrie. La Chine a participé à l'entier processus de résolution de la question syrienne. L'accent de notre travail est d'établir une médiation pour la paix et de promouvoir les pourparlers de paix en persistant dans la direction générale, visant à une solution politique. La Chine estime que la crise syrienne ne peut être résolue que de façon politique, une position qui a valu la reconnaissance de la communauté internationale, ce qui s'est reflété par l'adoption de la résolution 2254 des Nations Unies. La Chine a déclaré qu'elle soutiendrait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à faire payer à la République populaire démocratique de Corée ce qu'elle qualifie de prix nécessaire en raison du récent lancement d'un missile. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Wang a aussi indiqué que Beijing exhortait les États-Unis à ne pas déployer leur système de défense antimissile à haute altitude en Corée du Sud, indiquant que cela pouvait également être utilisé pour cibler la Chine. La RPDC sous le coup de sanctions de l'ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006. Elle a mené 3 autres essais depuis, dont un le mois dernier. Wang Yi déclare que l'objectif de ces sanctions est de faire revenir Pyongyang à la table des négociations et de freiner son développement nucléaire et de missiles. En prenant de nouvelles mesures et en adoptant une résolution avec de nouvelles et fortes sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir un objectif clair, qui est de réfréner efficacement les efforts de la RPDC visant à développer la technologie nucléaire et liée aux missiles. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure d'Aujourd'hui la Chine, qui est aujourd'hui présentée par Raïssa Girondin. Raïssa, bonjour. Bonjour Elsa. Pouvez-vous nous dire ce qui fait la une de l'actualité en Chine aujourd'hui, s'il vous plaît? On débute avec le pic des transports suite au Nouvel An chinois.
Des centaines de millions de Chinois retournent dans les grandes villes en ce dernier jour de vacances passées en famille. La pression monte sur les réseaux de transport du pays, d'autant que le brouillard et le froid sont eux aussi de retour dans plusieurs régions du pays. Les passagers de rail devraient être 10 millions, soit 9% de plus que l'an dernier. Les routes vont accueillir un nombre record de voitures. Un grand nombre de vols ont été annulés à Shanghai et Dalian en raison du brouillard. Certains ne décolleront que dans 24 heures. Les autorités du trafic aérien préviennent les voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Pour marquer le début de l'année du singe, les temples de la capitale chinoise organisent une semaine de festivités. CCTV français s'est rendu sur place pour rencontrer une troupe de danseurs de lion. Beijing, la capitale chinoise, fête le premier jour de l'année du singe. Les détonations des feux d'artifice de la veille laissent peu à peu place au son des tambours qui animent les foires traditionnelles. Dites Miahui, ces festivités folkloriques s'ouvrent aujourd'hui dans de nombreux temples de la ville et réjouissent petits et grands le temps d'une semaine de célébration. Nous nous trouvons actuellement au parc de Longtan où l'année du singe démarre en fanfare. Des centaines de stands se sont installés pour offrir des spécialités culinaires et autres objets de fabrication artisanale. Les visiteurs sont venus nombreux, souvent en famille, pour assister au spectacle folklorique. Mais dans ce parc, dont le nom Longtan signifie temple du dragon, les vedettes du jour ne sont pas des dragons, ni même des singes, mais bien des lions. J'ai commencé l'entraînement pour devenir danseur de lion à 15 ans. Je viens d'un village connu pour sa tradition acrobatique près de Trangzhou dans le Hebei. Ma famille participe à cette tradition depuis bientôt 110 ans. Et je dirige aujourd'hui cette troupe d'acrobates que j'ai créée il y a plus de 20 ans. Apparu à la fin de la dynastie Qing, la légende veut que le premier lion ait été conçu par des villageois cherchant à faire fuir des bêtes féroces. Pour ce faire, ils eurent l'idée de recréer un prédateur aussi vrai que nature. Mais pour que l'illusion soit parfaite, il faut bien plus qu'un simple déguisement. Une belle danse des lions ne dépend pas d'une seule personne, c'est vraiment une question de coordination entre deux danseurs. Il n'y a pas de critère de recrutement, il suffit d'aimer ça et de ne pas avoir peur d'être fatigué. La danse de lion n'est pas seulement une performance acrobatique, c'est sa dimension théâtrale qui en fait tout le charme. Les élèves de Chongqinghu animent des lions selon la tradition du nord de la Chine, qui est plus acrobatique et moins portée sur l'ornement des têtes que dans le sud du pays. La maîtrise du corps requise nécessite une discipline quotidienne et un entraînement intensif. C'est une vie bien réglée. Nous avons des sessions d'entraînement à la même heure tous les jours, réparties entre le matin et l'après-midi. Et à 22 h, c'est l'extinction des feux. Nous nous levons à 6h30 pour débuter l'entraînement avec de la course et des exercices avant la première session du matin. Mais une fois notre formation achevée, nous pouvons entrer dans la troupe qui se déplace souvent hors des murs de l'école pour participer à ce genre d'événement. La plupart des danseurs de Chongqinghu sont originaires du Hebei. La troupe est pour eux l'occasion de voir du pays en se produisant en dehors de leur province, voire même en dehors de la Chine. Ma famille pense que c'est un style de vie difficile parce que je ne suis jamais au même endroit, que c'est un métier très exigeant et que l'on travaille souvent à l'extérieur. Nous prenons des risques et ce n'est pas comparable à un emploi stable près de la maison, mais moi je leur explique que j'aime être acrobate et que j'aime cette vie sur la route. Je veux rester dans cette troupe aussi longtemps que possible. Après leur représentation, la troupe reprend la route en direction de Shaanxi puis de Shandong. Ils nous donnent rendez-vous l'année prochaine pour leur 17e participation consécutive au Miahui du parc de Longtan. Depuis Beijing, c'était Clémence Azelos pour CCTV français. Très bonne année à tous.
Les 49 jeunes filles américaines qui ont pris part à la danse des fleurs de jasmin durant le gala de la fête du printemps sont désormais de retour chez elles à Atlanta. C'était un véritable honneur pour ces danseuses que de se produire à la télévision chinoise, la CCTV, spécialement dans ce grand spectacle qui vient illuminer le réveillon de milliards de personnes dans le monde, et ce depuis les années 1980. Leilani Tien est très disciplinée pour son âge. Quand elle ne danse pas, elle étudie. Usually when I'm reading my AP US history book, I'm stretching or doing something like that. La semaine dernière, Leilani et ses comparses de l'Académie Morningstar d'Atlanta ont investi la grande et prestigieuse scène du gala de la fête du printemps de CCTV. C'était une première pour cet événement qui est regardé par des milliards de personnes dans le monde. Comment pourrait-on ne pas être stressé? Mais nous sommes ensemble et nous avons une super relation d'équipe. Les filles ont passé 2 semaines à Beijing à se préparer. Leurs parents étaient avec elles, comme la mère de Abby Pan. Je sais que ma mère n'est pas une mère tigresse typique. Elle me laisse faire beaucoup de choses et je voudrais saisir cette occasion pour la remercier de tout ce qu'elle a fait. Les parents se souviennent, pour nombre d'entre eux, avoir regardé le merveilleux gala dans leur enfance. Au début, on n'arrive vraiment pas à y croire. Maintenant, ma fille peut y aller. C'est une super occasion d'aller visiter la Chine pour elle. Rémi Gouin, 11 ans, sort du lot avec sa chevelure blonde. Elle dit que tout le monde veut la prendre en photo en Chine avec ses cheveux jaunes, comme on dit ici. Ça ne la dérange pas, au contraire, elle semble même apprécier l'expérience. J'aime les villes et les lumières, et les feux d'artifice. Tout est trop cool, les immeubles sont super hauts et très jolis. Tout le monde a l'air gentil. Les filles ont reçu un accueil triomphal. La vidéo de leur performance a été vue des milliards de fois en Chine et à l'étranger. Un accueil formidable de la part des Chinois. Et nous terminons avec la série Redécouvrir l'Afrique. Aujourd'hui, nous partons pour l'Éthiopie, qui est un pays d'agriculture traditionnelle, mais qui tente depuis quelques années d'attirer des investissements étrangers dans le secteur de la manufacture. L'un de ces investisseurs étrangers est le groupe chinois Huadian Group. Allons visiter leurs usines dans la zone industrielle de l'Est de l'Éthiopie. Chaque jour, ces ouvriers peuvent produire 7500 paires de chaussures à la Cité internationale de la chaussure de Huadian en Éthiopie. Toutes ces chaussures pour femmes sont exportées vers les États-Unis et l'Europe sous des noms de marques comme Guess, Marc Fisher ou encore Nine West. Messeret Girma travaille au département couture depuis 2 ans et demi. Elle est satisfaite de son travail et elle dit qu'elle va bientôt être promue superviseur de département. Au fil des jours, j'ai changé de poste et de salaire. Tout peut changer avec le temps, je suis très heureuse. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler pour Huadian. J'aime travailler pour Huadian. Huadian est l'un des plus grands fabricants de chaussures pour femmes du monde. Il emploie 4000 ouvriers en Éthiopie. Mais les nouveaux ouvriers sans expérience doivent recevoir une formation. Du premier poste jusqu'au poste de management, Huadian donne sa chance à tous de recevoir une formation et d'être promu. Une règle que Demis Degev a très bien comprise. En 2013, grâce à son travail, Demis a eu la chance de recevoir une formation pendant 1 an aux quartiers généraux de Huadian à Dongguan dans le sud de la Chine. De retour en Éthiopie, il est désormais superviseur d'usine, s'occupant de centaines d'ouvriers. J'ai appris le chinois, le management et la culture d'entreprise de Huadian pendant ma formation.
Le concept de temps est très important. Par exemple, si quelqu'un me demandait de venir à 14h30, je pouvais être en retard et arriver à 14h35. Mais après ma formation en Chine, j'ai changé ma conception des choses et si quelqu'un me demandait de venir à 13h, alors je viendrai à l'heure. En 2014, la Cité internationale de la chaussure de Huadian a exporté pour 18 millions de dollars de produits. Le président du groupe, Zhang Huazhong, dit que l'Éthiopie ne sert pas seulement à réduire les coûts du travail de 10 à 12%, mais il espère établir toute une chaîne de distribution dans les pays d'Afrique de l'Est et devenir un grand contributeur à l'économie du pays. L'une de nos plus grandes contributions est que nous avons employé plus de 4000 personnes sur place qui ont maintenant un emploi et un salaire. Nous fournissons aussi les petits déjeuners, déjeuners et dîners et des services bus gratuits. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité du travail. Ce qui est le plus important, c'est changer l'idée fausse selon laquelle ce qui est manufacturé en Afrique n'est pas bon. Si vous avez une bonne culture d'entreprise, un bon système de formation et une attitude de partage envers les autres, vous pouvez construire une bonne entreprise en Afrique. Huadian est l'un des premiers investisseurs dans la zone industrielle de l'Est. Ses performances ont aidé à attirer d'autres investisseurs dans la zone. Établi en 2009, qui accueille maintenant 36 compagnies, la plupart étant chinoises, les autres étrangères. Toutes les entreprises présentes dans la zone bénéficient de politiques préférentielles dont l'exonération d'impôts pendant 2 ans et une fourniture d'électricité toujours stable. Les produits envoyés de n'importe quel port chinois arrivent ici pour être traités en Éthiopie. Nous avons aussi un système de déclaration en douane rapide. L'Éthiopie se concentre maintenant sur l'industrialisation en stimulant la manufacture. Le gouvernement fédéral a pour vision de faire de l'Éthiopie une société de moyenne aisance d'ici à 2025. Selon notre plan, nous donnons la priorité aux investissements directs étrangers de partout dans le monde, spécialement de Chine, que ce soit les produits en cuir, des textiles, du métal ou de la métallurgie. Nous faisons dans le business de l'environnement et dans l'investissement direct étranger durable. Le ministre dit que l'Éthiopie est le second pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, ce qui veut dire une main-d'œuvre abondante, ce qui est un atout dans le secteur manufacturier. Et le pays construit maintenant différents parcs pour écourter les délais, dans l'espoir que plus d'investisseurs viendront de Chine ou d'autres pays aussi. La Chine est le premier investisseur dans la chaussure en Afrique et le groupe Huadian prévoit de faire de l'Éthiopie un hub global dans les 10 prochaines années. Le gouvernement éthiopien préfère élargir sa capacité de production et sa coopération avec la Chine en attirant plus de manufacturiers chinois dans les techniques, le soutien financier et l'expérience vont bénéficier au secteur manufacturier et aider le pays à décoller économiquement. Et ainsi s'achève ce volet. Nous retrouvons Elsa pour la fin de cette édition. C'est à vous. Merci infiniment Raïssa pour toutes ces informations concernant l'actualité chinoise et nous aurons le plaisir de nous vous retrouver en tandem dans 1h30 car l'information continue dans 1h30 exactement. Très bonne suite de programme sur notre chaîne.